Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Lundi 2 juillet, à la une, au Sénégal, au lendemain des législatives, une large victoire serait en perspective pour la coalition de Macky Sall, le nouveau président, selon des résultats encore provisoires. Au Mali, après les mausolées, les islamistes s'en prennent à une mosquée de Tombouctou. Les responsables de la culture de cette ville, classée par l'UNESCO, lancent un appel au secours. Et puis à l'heure où les Burundais fêtent le 50e anniversaire de leur indépendance, les autorités attendent le transfert de la dépouille du roi Mwambutsa IV, transfert bloqué par la nièce du roi qui dénonce une instrumentalisation de l'image de son oncle. Au Sénégal, la coalition soutenant le nouveau président Macky Sall en passe d'obtenir la majorité des sièges au Parlement, selon des résultats provisoires législatifs de dimanche. Une victoire permettrait à Macky Sall, qui a battu le président Abdoulaye Wade en mars dernier, de mettre en œuvre les réformes économiques destinées à soutenir l'emploi et à réduire le coût de la vie pour les plus défavorisés. Retour sur cette journée électorale avec Fernand Tonard. Plus de 5 millions d'électeurs étaient aux urnes dimanche 1er juillet pour élire 150 députés à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement sénégalais. Il y avait manque d'affluence dans les bureaux de vote. Manque d'affluence. Je ne sais pas, peut-être que c'est l'intérêt qui s'est un peu émoussé après l'épreuve de l'élection présidentielle. 24 partis et coalitions briguent les 150 sièges à pourvoir, dont 90 pour les listes départementales et 60 pour la liste nationale. Toujours est-il que les citoyens sénégalais attendent beaucoup de leurs représentants dans l'hémicycle. On veut quelqu'un qui travaille, qui nous aide. Regarde le quartier Gueule-Tapée, comment c'est. Hein? C'est sale, c'est ça qu'on veut que ça cesse. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale doivent savoir que ce sont les populations qui les ont élus. Donc, ils doivent prendre conscience de la raison de leur présence dans l'hémicycle. Qu'ils fassent leur travail au nom de Dieu seulement, qu'ils ne soient pas plus préoccupés par l'argent. Après l'élection présidentielle où le taux d'abstention a été élevé, beaucoup s'attendent à une plus forte abstention à l'issue de ces législatives. Ce scrutin devrait logiquement voir plus de femmes siéger au sein du prochain Parlement. Au Mali, les islamistes qui contrôlent Tombouctou depuis maintenant 3 mois ont poursuivi la destruction de biens religieux. Ce lundi, c'est la porte sacrée d'une mosquée du XVe siècle qui a été détruite après avoir démoli pendant le week-end 7 des 16 mausolées de saints musulmans de la ville. Moïse Moukoro. Les islamistes règnent à maître à Tombouctou et ils le font savoir chaque jour. La destruction des monuments et mausolées ont commencé samedi par El Farouk, le monument de l'indépendance de la ville. J'ai cassé le monument d'El Farouk de mes propres mains, parce que les habitants nous ont dit que c'était le génie protecteur de la ville. Je l'ai cassé pour leur prouver qu'il ne signifie rien, que seul Dieu peut nous protéger. Ce cimetière de Sidi Mahmoud, un des 333 saints de la ville, était un lieu de pèlerinage. Le monument est désormais en ruine. Au moins 3 mausolées et 7 tombes ont été détruits depuis samedi. Dans l'interprétation des islamistes d'Ansardine, ces monuments sont incompatibles avec la religion musulmane. Les nombreuses destructions interviennent quelques jours après la décision de l'UNESCO de placer Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial en péril. Face aux profanations, les chefs religieux de Tombouctou lancent un appel au secours. Tombouctou a sous la gorge le couteau tranchant d'un froid assassinat. Cet appel a été entendu par la Cour pénale internationale qui envisage désormais d'ouvrir des enquêtes. Ceux qui détruisent des bâtiments religieux à Tombouctou doivent savoir qu'ils seront jugés responsables et que justice sera faite. Ce qui n'inquiète pas les hommes d'Ansardine, ils menacent de ne rien laisser sur leur passage. Tombouctou, surnommé la perle du désert, abrite 16 mausolées inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Il y a 50 ans, le 1er juillet 1962, le Burundi et le Rwanda devenaient indépendants, colonie allemande puis belge. Après la Première Guerre mondiale, les deux pays ont organisé de façon radicalement opposée ces célébrations. À Kigali, les conséquences de la colonisation sont encore dans toutes les têtes. C'est donc une cérémonie discrète qui a eu lieu, alors que Bujumbura était en fait en présence du prince Philippe et de la princesse Mathilde de Belgique, ainsi que de nombreux chefs d'État africains, comme on peut le voir sur ces images. Et c'est dans ce cadre que les autorités ont décidé de faire rapatrier la dépouille du dernier roi du Burundi, Mwambutsa IV, symbole historique et dernier vestige de la royauté dans la conscience populaire. Mort en 1977 en Suisse, après un exil, il s'est fait inhumer dans la périphérie de Genève. Et à l'heure du cinquantenaire de l'indépendance, la polémique gronde autour de ce transfert de sa dépouille. Makalix Mouchitsi, Linda Robert. Le transfert de la dépouille du roi Mwambutsa IV, enterré en Suisse, suscite l'émoi et déchaîne les passions. Le tout sur fond de célébration du 50e anniversaire de l'indépendance du Burundi. La nièce du défunt roi, la princesse Esther Kamatari, fait valoir le testament de son oncle qui s'y oppose. Les autorités burundaises se retrouvent aujourd'hui embarrassées par ce blocage. La question est, est-ce que le Mwambutsa est une personne privée ou bien une personne publique au niveau des institutions burundaises? Si c'est une personne publique, alors son testament ne peut pas entrer en ligne de compte. Suite à une décision de justice rendue par la Suisse, un gel du processus de transfert a été opéré. Les autorités du Burundi se prévalent toutefois de l'accord des membres de la famille royale sur place pour rapatrier le corps. J'ai eu la chance de voir un gouvernement qui veut nous donner l'honneur de rapatrier les restes de mon père. Pourquoi je dirais non? Esther Kamatari n'est pas la descendante directe de Mwambutsa. Donc elle n'est pas la première concernée. Les premiers concernés sont ses filles, sa fille. Et là, il y a eu des pourparlers, il y a eu des dialogues. Ils sont toujours des dialogues continus, ça c'est clair, pour savoir comment convaincre la princesse Kamatari. Au Burundi, on revendique le droit à honorer la mémoire du roi, même si le transfert n'est pas du goût de tous. Mwambutsa était l'un des grands rois du Burundi, donc il fallait que son corps soit répatrié ici au Burundi parce qu'il est l'un des rois les plus symboliques. 40 ans après le renversement du roi Mwambutsa IV, certaines blessures du passé demeurent encore intactes. La décision finale concernant le transfert de sa dépouille sera prise dans les jours qui viennent. Et puis au Gabon, dans le 3e arrondissement de Libreville, une opération de nettoyage a été organisée par le centre Manja et la Croix-Rouge gabonaise. Une initiative marquée par la participation des habitants de ce quartier dans le but de rendre salubre et plus viable leur environnement. Une opération qui s'inscrit dans la dynamique de la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Justement, quelle est la place des femmes de la diaspora dans le Gabon émergent? Une question débattue lors d'une conférence qui s'est tenue ce week-end à Paris, une initiative de la délégation fédérale de l'Union des femmes du Parti démocratique du Gabon. Leila Abliblé y était pour nous. À l'aube du 3e millénaire, le président Ali Bongo Ondimba s'est engagé à faire du Gabon un pays émergent, en s'appuyant sur des ambitions internationales, les OMD, les objectifs du millénaire en matière de développement. Dans cette dynamique, la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, a pris une part active pour la contribution des femmes au développement du pays. Il ne faut pas que notre première dame soit seule au front, il faut que derrière il y ait une armée de femmes qui soutiennent ces actions de réfléchir. Donc à la place que nous devons occuper dans la mise en œuvre de la politique de l'émergence. Le fait d'être à l'étranger ne doit pas être pour nous un frein. La structuration des femmes dans la diaspora possède différentes approches. L'insertion dans le pays de résidence et l'implication dans les pays d'origine. Le but de cette conférence est de sensibiliser les femmes dans la vie associative, la politique et l'économie en se basant sur les objectifs du millénaire en matière de développement. Par rapport aux 8 objectifs du millénaire en matière de développement humain, ce sont les femmes qui sont concernées au premier chef. La société, quand elle va bien,
ce sont les femmes qui ont contribué. Même au travers des associations politiques, en fait, nous avons constaté que nous pouvons poser des actions en fait au sein des associations politiques qui pourront servir pour le développement de notre pays. Informer et former les femmes ne suffit pas. S'impliquer au développement du pays passe d'abord par un état d'esprit. On a souvent dit que lorsqu'un vieux au village décède, c'est une bibliothèque qui meurt. Mais je dirais plutôt que la femme africaine a cette faculté de pouvoir gérer la famille. En France, la communauté camerounaise accroît et enracine son influence au sein du tissu associatif, notamment dans la ville de Bordeaux, par le biais du club Bordeaux Cameroun-France, qui s'emploie à récompenser le mérite des élites camerounaises provenant du monde de l'entreprise et ainsi participer au développement du continent. Télésud était présente à leur conférence de presse. Au-dessus de la Garonne, les sentinelles de la diaspora camerounaise veillent dans l'ombre sur la réussite de leurs petits frères restés au pays. Le club Bordeaux Cameroun-France et la municipalité bordelaise misent sur ce lien affectif pour établir des échanges prospères entre le vieux continent et l'ancienne colonie. Il y a des atouts formidables. D'abord, des ressources naturelles immenses, un dynamisme culturel, et puis cette jeunesse qui est également une chance, parce que le dynamisme démographique entraîne le dynamisme économique. La croissance, on ne sait pas suffisamment que globalement l'Afrique a connu au cours de la décennie passée un taux de croissance très positif et qu'elle est donc en marche vers le développement. Entre le Cameroun et la ville de Bordeaux, c'est une histoire qui dure. C'est aussi en parallèle une histoire d'amitié et l'aboutissement d'une collaboration pérenne entre Alain Juppé et Pierre de Gaëton-Djikam. Mais sans doute que la personnalité d'Alain Juppé et son attachement à une relation et puis aussi son profil de gaulliste ou de néo-gaulliste est pour beaucoup. Le club Bordeaux Cameroun-France a fait le choix de mettre en avant le potentiel de la jeunesse africaine au service du développement économique. Récompenser les talents d'entreprise, une démarche qui mise sur la synergie des deux pays. Le Cameroun est intéressant parce qu'il est quand même dans le domaine industriel, il est beaucoup mieux développé que les autres. Il y a le Camerounais, il y a toutes les entreprises moyennes, toutes les petites et moyennes entreprises, elles sont camerounaises et elles marchent bien. L'initiative du club est encore à ses prémices, mais ne demande qu'à faire des tout-petits ailleurs en France. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais avant, je vous rappelle l'une des informations principales développées dans ce journal. Au Sénégal, les résultats des législatives sont encore provisoires, mais les premières tendances semblent favorables au président Macky Sall, en tête donc avec 100 députés sur les 150 qui seront élus. Le PDS, parti de l'ancien président Abdoulaye Wade, arriverait en seconde position. Voilà, fin de ce journal. Ne bougez pas, tout de suite retrouvez toute l'équipe d'Ahmed Parezo pour un nouveau JT Sport. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau tour de l'actualité.